Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à ceux qui nous écoutent dans le monde entier. Salut particulier et puis bien sûr un clin d'œil à ceux qui nous écoutent depuis le Québec. J'aimerais aussi comme ça souhaiter une excellente fête des mères à toutes les femmes qui nous écoutent, à vous Annick, à vous Yannick et à toutes nos auditrices, nos spectatrices qui nous écoutent de par le monde. Bonne et excellente fête des femmes. Et je pense que c'est aussi le Ramadan. Alors, à toutes les personnes qui fêtent ce Ramadan, nous leur adressons nos salutations et nous espérons que tout se passe bien. Bienvenue à une autre émission de Coronavirus et nous, une émission, comme vous le savez, qui focalise son attention sur l'impact du coronavirus, de cette crise sanitaire sur le quotidien du monde entier, sur le quotidien des entrepreneurs, le quotidien des étudiants, bref, votre quotidien. Cette émission a été pensée et créée pour pouvoir venir s'installer chez vous et vous donner la parole et vous permettre comme ça de partager la façon que vous vivez cette crise, cette pandémie et permettre ainsi à d'autres de constater que on peut partager le confinement à travers une émission. Donc, aujourd'hui, nous avons des personnes, des invités spéciaux, je dirais même venus de plusieurs, qui viennent nous présenter plusieurs angles de l'impact de cette pandémie, autant pour moi. Alors, je vais laisser le temps à nos invités de se présenter. Je commencerai bien sûr par Madame Annick Kouetchengamo, qui a plusieurs cordes à son arc et je pense qu'il est mieux qu'elle-même nous dise sous quel chapeau elle se présente aujourd'hui. Alors bonjour Annie, comment ça va? Bonjour, bonjour Florian, ça va bien, merci beaucoup. Merci aussi pour les vœux de la fête des mères, même si je ne suis pas encore mère, mais mère en devenir, c'est ça. Tu es mère aussi, merci beaucoup pour les souhaits. Donc, sur quelle casquette est-ce que je me présente aujourd'hui? Ma foi, je pense que c'est en tant qu'entrepreneur que j'ai été invitée. Oui, absolument. C'est la casquette d'être la fondatrice de Code F. Absolument. F. Pardon? Je dis absolument. Oui, c'est ça. Donc, Code F, qui est une entreprise, une jeune pousse, comme on dit ici au Québec, de 1 an, spécialisée en éducation financière, accompagnement financier. Donc, c'est sensibiliser, outiller les gens à mieux comprendre et gérer leurs finances personnelles, ou plus communément leur argent. Donc, c'est pas mal ça que je fais. Donc, une spécialiste des finances, alors. Avant de terminer l'émission, on espère tirer quelques leçons de vous. Je suis là pour ça. Ah, super. Alors, je vais aussi laisser la parole à Yannick Falardeau, qu'elle se présente. Si tout à l'heure, j'ai dit qu'Yannick a plusieurs chapeaux, c'est parce que elle a été présidente de plusieurs associations, d'une association, et puis elle est aussi, bref. Je pense que je vais vous inviter à aller découvrir toutes les qualités sur sa page, parce que si on se met à citer, je pense qu'on ne terminera pas. Alors, Yannick, s'il te plaît, est-ce que tu peux te présenter? Yannick? Oui, Yannick a quelques retards avec son Internet, donc on va supporter ça. Yannick Falardeau, c'est à toi, s'il te plaît. Oui, bonjour. Je m'appelle Yannick Falardeau, je suis au Québec, je suis artiste de l'alignement. Alors, à la base, moi, je crée des murales et de l'art qui touche le cœur des gens. Et parfois, je fais aussi du coaching pour aider les gens à aligner leur vision d'affaires avec la parole et avec l'action. Donc, toujours pour être en alignement avec le cœur. Donc, c'est de l'entrepreneuriat conscient, social. De l'entrepreneuriat conscient. Tout à fait. Je pense que c'est la révolution qu'on a besoin actuellement de mettre beaucoup plus de cœur dans nos affaires. Donc, considérer la planète, les humains, avant de penser seulement au profit. Mais il ne faut pas non plus négliger le profit parce que c'est avec de l'argent qu'on réussit à faire des belles choses. Donc, pour moi, c'est ça l'entrepreneuriat conscient. Super. Donc, merci et bienvenue à notre émission. On va continuer avec M. Abdoul Zoromé qui va nous présenter, se présenter et puis nous présenter rapidement son entreprise. Oui, bonjour tout le monde.
Merci à Diaspo Interaction pour cette opportunité d'interaction avec des amis et partenaires. Je suis Abdul Maliki Zoromé, je suis le directeur général de la société Ikio Service. C'est une société qui offre des prestations en technologie de l'information et de la communication basées notamment en Afrique. Donc, depuis quelques années, nos activités se sont focalisées sur le domaine de l'éducation pour lequel nous avons conçu une solution d'envergure qui ambitionne à bâtir un nouveau paradigme pour l'éducation en Afrique en offrant des services variés et en travaillant à établir une synergie entre les acteurs essentiels de l'éducation, qu'il s'agisse des parents, des étudiants, l'administration publique, mais aussi, bien sûr, les établissements d'enseignement qui sont les moteurs de la synergie. Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, vous êtes l'un des meilleurs invités qui va nous parler vraiment de cette synergie au niveau de l'éducation. On espère donc, au sorti de cette émission, on aura appris bien plus que ça. Spécialement, il n'était pas au programme, mais comme il est mon partenaire aux États-Unis, il est représentant de Diaspo et aussi il est directeur d'un journal. Il est notre invité aujourd'hui comme observateur, mais on va lui laisser le temps de se présenter quand même. Monsieur Abou, alors à vous la parole, pouvez vous présenter s'il vous plaît et peut-être aussi nous dire votre entreprise. Alors, votre micro est fermé. Micro fermé encore. Bon. OK, il va. Est-ce que vous m'entendez? Là, maintenant, on vous entend. Voilà, excusez-moi pour ce pépin technique. Voilà, je disais comme ça, je remerciais tous ceux qui sont à l'écoute et ainsi que vous-même. Je me nomme Aboubakar Binaté. Je réside aux États-Unis d'Amérique, plus précisément à Memphis, Tennessee. Et je suis là pour le compte d'un journal en ligne qui existe, qu'on appelle le Lion 2020.net, un magazine qui marche très bien en ce moment. Et nous sommes chargés de recueillir les informations en temps réel et de les distiller sur le net, des informations concernant l'actualité en Côte d'Ivoire, dans les pays africains et partout dans le monde. Et je suis moi-même aussi ingénieur génie électrique pour le compte de ABB. Donc, on est très content d'être invité à cette émission. Merci, monsieur Abou, d'être là et d'être là en tant qu'observateur. J'espère que votre journal aura le temps de tirer le nécessaire de cette émission pour pouvoir, bien sûr, répondre à la bonne nouvelle du côté des États-Unis. Alors, maintenant, pour commencer, notre docteur va d'abord se présenter et ensuite, il va nous faire le petit topo, sa petite chronique journalière. Docteur, c'est à vous. Bonsoir, chef Florian. Bonsoir à tous nos invités. Merci beaucoup de participer à cette nouvelle émission Table Ronde Coronavirus et nous. Moi, c'est Yannick. Je suis le professionnel en santé, étudiant en pharmacie à l'Université Laval à Québec et également une des personnes qui coopèrent avec le programme et avec Diaspo Interaction. À chaque fois qu'on fait une table ronde ici, j'ai la coutume d'aborder un des thèmes sur le plan sanitaire pour donner une information et également permettre à nos auditeurs et nos téléspectateurs d'en apprendre un peu plus pour mieux se protéger. Mais aujourd'hui, je vais faire un petit topo que je vais appeler COVID-101. Alors, au Québec, quand on dit quelque chose 101, ça veut dire qu'on parle un peu de la base. Alors, depuis 2 mois maintenant, 2 mois et demi, on entend parler de COVID-19. Mais qu'en est-il exactement? Donc, je vais faire une petite explication qui va permettre à nos auditeurs et nos téléspectateurs de bien comprendre de quoi il s'agit, de bien pouvoir savoir s'ils peuvent avoir contracté ce virus ou pas et qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça.
Alors, quand on parle de COVID-19, ça signifie quoi? Ça signifie en fait Coronavirus Disease 19. Donc, autrement dit, c'est la maladie liée à un virus de type corona qui est survenu en 2019. Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas la première fois qu'on a une maladie liée à un coronavirus. En fait, on a déjà eu par le passé, pour ceux qui s'en souviennent, une épidémie dite de SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère, qui avait sévi en Asie du Sud-Est en fin 2003 jusqu'au milieu de l'année 2004. C'était lié à un coronavirus qu'on avait appelé le CoV-SARS. Ensuite, on a eu le MERS, le Middle East Respiratory Syndrome, qui était en fait une autre maladie respiratoire sévère qui avait touché les pays du Proche et du Moyen-Orient, notamment l'Arabie Saoudite, le Yémen, les monarchies du Golfe, l'Iran aussi. Et c'était aussi également lié à un coronavirus qu'on avait appelé en ce moment-là le CoV-MERS. Alors, celui qu'on a aujourd'hui qui devient une pandémie mondiale, planétaire, est lié à ce qu'on appelle le SARS-CoV-2. Donc, en fait, c'est une deuxième variante du coronavirus qui avait pour créer le SARS par le passé. Au début de la pandémie, les signes qui étaient présentés comme étant ceux du COVID-19 étaient en fait des signes non spécifiques, c'est-à-dire des signes qu'on peut trouver dans d'autres pathologies. Donc, ce n'était pas spécifique sur COVID-19. Ce qu'on considère comme étant les signes cardinaux. On n'entend pas un signe cardinal, le fait qu'il faut que ce signe soit présent pour que le syndrome ou la pathologie puisse être considérée comme étant diagnostiquée pour cette maladie-là. Donc, on considère en ce moment-là que les signes cardinaux du COVID-19 étaient la fièvre, la toux et la difficulté respiratoire. Donc, on partait du principe et du prélude que tout patient faisant le COVID-19 va présenter une toux, une fièvre et une difficulté respiratoire. Et là, première précision que je dois ajouter, on dit bien tout patient qui fait un COVID-19. Parce que vous pouvez être testé positif au coronavirus, mais ne pas faire le COVID-19. C'est ça qu'on appelle les porteurs sains, des patients qui sont asymptomatiques. Donc, si on vous teste au coronavirus, que vous êtes positif, mais que vous ne présentez aucun signe que je venais de citer tantôt, vous ne faites pas la COVID-19. Vous êtes simplement testé positif au coronavirus. Donc, vous êtes un cas positif, mais vous êtes asymptomatique, vous êtes porteur sain. Ça veut dire que vous ne faites pas les signes de la maladie, mais vous pouvez quand même la transmettre à d'autres personnes qui sont autour de vous. C'est pour ça qu'on mettait quand même des mesures de confinement. Je reviendrai dessus, c'était une première parenthèse. Donc, on pensait au début de la pandémie qu'il fallait obligatoirement avoir ces trois signes-là pour qu'on vous dise que vous fassiez le COVID-19. Sauf qu'on s'est rendu compte, au fil des dernières semaines, que ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a des personnes qui, au départ, n'avaient pas été considérées comme étant positives au COVID-19 parce qu'ils ne faisaient pas la fièvre. C'est-à-dire que quand on prenait leur température, ils n'avaient pas de fièvre. Du coup, on ne les classait pas comme COVID-19, mais lorsqu'ils ont fait des difficultés respiratoires, qui sont retrouvées par exemple aux urgences, donc soit assistance respiratoire, appareil ventilatoire, et que notamment on a fait des scanners pulmonaires, on s'est rendu compte qu'ils présentaient les mêmes signes radiologiques au scanner thoracique pulmonaire qu'on voyait chez ceux qui avaient la fièvre, notamment ce qu'on appelle l'aspect de verre dépoli. Les médecins savent de quoi je parle. Donc, on s'est donc finalement rendu compte qu'on peut faire le COVID-19 sans avoir la fièvre. On s'est aussi rendu compte aussi par la suite qu'il y a des personnes qui présentaient des signes qu'au départ, on n'avait pas attribués au COVID-19, mais avec l'agrégation des cas qui se multipliaient, on a finalement à trouver un certain lien de causalité ou un lien de cause à effet. Par exemple, on s'est rendu compte que près de la moitié des patients qui ont un COVID-19 se plaignaient de ce qu'on appelle une agueusie ou une anosmie. Ça veut dire agueusie, perte de la sensation du goût, anosmie, perte de l'odorat. Donc, on se rend compte qu'une portion très importante, allant jusqu'à 50% sans études, des patients faisant le COVID-19 vont perdre l'odorat et ou la sensation gustative pendant qu'ils font la maladie. Ça, on ne l'avait pas pensé au début.
on s'est rendu compte qu'à peu près un tiers des personnes qui avaient un COVID-19 présentaient ce qu'on appelait des rash cutanées, donc autrement dit, des taches ou des lésions cutanées prédominantes au niveau des extrémités, donc les doigts, mais surtout les orteils. Ce n'était pas décrit au début. Donc, ce sont des signes qu'on a fini par apprendre et qu'on a attribués donc au COVID-19. Vous comprenez qu'au fil des semaines, on a étoffé le tableau clinique du COVID-19 et on se rend compte que c'est finalement une maladie beaucoup plus systémique qu'on le pensait. On dit une maladie systémique lorsqu'elle touche plusieurs systèmes ou plusieurs organes. Donc, au départ, on croit que c'était une maladie qui était purement pulmonaire, respiratoire. Mais finalement, on se rend compte qu'elle a des ramifications qui peuvent toucher bien des organes. Il y a des patients qui ont rapporté des atteintes au niveau du foie. Il y a des patients qui ont apporté des atteintes au niveau de l'estomac. Il y a même des patients qui ont rapporté des douleurs arthritiques. Donc, c'est autant de choses qu'on est en train de découvrir et on se rend compte que finalement, le coronavirus est un virus beaucoup plus virulent qu'on le pensait. Maintenant, un petit point concernant ce qui fait, et c'est là que je vais terminer, ce qui fait que le coronavirus est très, très, très dangereux. Vous savez que la première cause de mortalité qui est liée au coronavirus, c'est par un déficit, une défaillance respiratoire. Au cours de cette pandémie, on a eu une succession de trois hypothèses. C'est-à-dire qu'il y a des médecins, pharmaciens et autres chercheurs qui ont publié des recherches et qui ont fait une succession de trois hypothèses qui pourraient expliquer pourquoi est-ce qu'un patient COVID-19 peut se retrouver en défaillance respiratoire. La première hypothèse qui a été évoquée, c'est ce qu'on appelle l'orage cytokinique. Les immunologistes le savent très bien. En gros, les cytokines, c'est une forme d'anticorps qui sont produits par notre système immunitaire pour des raisons très complexes que je ne vais pas énumérer ici, vont aller s'en prendre au niveau des alvéoles. Les alvéoles, ce sont les petites poches à l'intérieur du poumon qui permettent l'échange aérien. Donc, qui fait que, par exemple, le sang puisse prendre l'oxygène et se débarrasser du CO2. Donc, la première hypothèse qui a été évoquée, c'est que cet orage cytokinique est dû au fait que ces cytokines vont aller s'agglutiner au niveau des alvéoles pulmonaires, vont attaquer les alvéoles pulmonaires, donc il n'y a plus réception d'oxygène par les alvéoles, par conséquent, la personne dépend respiratoire et décède. Ça, c'était quelque chose qui était quand même connu et qui était décrit par la littérature pour d'autres formes de maladies virales et qui était évoqué premièrement pour le COVID-19. Mais par la suite, une deuxième hypothèse est arrivée, qui a été publiée. On a parlé de la thèse dite inflammatoire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que le COVID-19, justement, chez les patients qui rapportaient des douleurs arthritiques ou des atteintes au niveau de l'estomac, causait des lésions inflammatoires. Et donc, on a évoqué l'hypothèse qu'il y avait donc cette inflammation au niveau des poumons, au niveau des alvéoles, va créer une certaine forme de fibrose, donc ça va perdre son élasticité. Et si l'alvéole n'est plus élastique, il ne peut plus emmagasiner l'oxygène, on fait une défense respiratoire. Mais après, il y a une troisième hypothèse. On appelle la thèse thromboembolique. Quand on parle de thromboembolique, ça vient de thrombus. Thrombus qui signifie un caillot de sang qui s'est formé. Autrement dit, une coagulation qui s'est faite alors qu'il ne devrait pas avoir cette formation de caillot pour une coagulation vu qu'il n'y a pas d'hémorragie. Nous, en tant qu'humains, si on a une blessure, si on a une hémorragie ou une lésion, pour éviter que le sang se perde, c'est un mécanisme normal physiologique de faire cette coagulation à travers les caillots sanguins. Mais si ces caillots sanguins se forment alors qu'il n'y a pas de lésion, il n'y a pas d'hémorragie, il n'y a pas de perte sanguine, en ce moment, on parle de thrombus. Donc, cette troisième hypothèse évoquait que le coronavirus provoquait des phénomènes thromboemboliques, donc cette formation de caillots qui vont finir par monter vers le poumon et bloquer au niveau des alvéoles. Un peu comme une embolie pulmonaire. Mais sauf que l'embolie pulmonaire, ça bloque une artère ou une veine, une artère, mais là, on parle plus d'aller bloquer un alvéole. Et donc, par conséquent, ce phénomène thromboembolique empêche encore une fois le passage de l'oxygène dans le sang et cause donc cette défaillance respiratoire. Laquelle des trois hypothèses est vraie? Au jour d'aujourd'hui, on ne le sait pas encore puisqu'on continue encore à découvrir la maladie. Tout ça pour dire que pour la gouverne de nos auditeurs et de nos téléspectateurs, le borderline est le suivant. Ce n'est pas parce que vous ne faites pas la fièvre que ça veut dire que vous ne faites pas la maladie. Ce n'est pas parce qu'on vous a testé positif que nécessairement vous allez faire la maladie COVID-19. Et si jamais vous sentez une difficulté respiratoire plus importante que la normale, fièvre ou pas fièvre, tout
ou pas tout, consultez très rapidement. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Wow. En fait, moi, de tout ce que personnellement je retiens, c'est que il n'y a rien de sûr, rien de certain. La maladie n'arrête pas de muter et qu'on peut, c'est pas, il n'y a rien qui garantit qu'on est vraiment immunisé ou qu'on est protégé contre la maladie. Oui, c'est une maladie qu'on découvre, comme dire, c'est en cours d'évolution. Ça va vraiment prendre des semaines et des semaines avant qu'on ait vraiment une vision claire, précise et démontrée de c'est quoi le tableau clinique de la maladie COVID-19. Merci infiniment. Rapidement, avant d'entrer dans le vif du sujet avec nos invités, je vais demander à notre observateur, le journaliste, Monsieur Abou, est-ce que vous pouvez nous dire en 1 minute et demie un peu quels sont les points les plus importants de cette pandémie aux États-Unis actuellement? Très, très rapidement, s'il vous plaît. Oui, rapidement, pour revenir à la situation sur le terrain aux États-Unis, il faut noter qu'on dénote un peu plus de 1 363 000 cas de contamination et avec un peu plus de 80 000 décès. Et aujourd'hui, il faut reconnaître aussi que la plupart des cas sont signalés dans l'État de New York. Et aujourd'hui, on s'apprête à ouvrir de façon graduelle les business dits essentiels. Et à l'intérieur des États-Unis où je vis, la priorité est faite aujourd'hui à la nécessité, à l'obligation pour les uns et les autres de porter les masques en public, de respecter la distanciation sociale de 1 ou 2 mètres, et puis aussi de respecter les hygiènes, se laver constamment les mains et autres. Donc voilà la situation sur le terrain aux États-Unis où je pense que la majorité des cas dans le monde est signalée. Et voilà, donc c'est ce que je peux dire par rapport à l'état des faits aux États-Unis. Merci. Merci infiniment. Comme quoi, malgré le fait que plusieurs pays sont déjà en déconfinement, il y en a beaucoup qui actuellement souffrent encore de cette crise sanitaire. Alors, on va parler avec nos invités actuellement pour comprendre exactement quel est l'effet de cette pandémie sur leur business et comment est-ce que ces entrepreneurs, comment est-ce qu'ils abordent cela? Je vais commencer par Madame Annick qui va nous parler un tout petit peu de cela. Alors, Madame Annick, est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu, je pense que vous avez déjà présenté un tout petit peu votre entreprise, si vous voulez encore rentrer un peu plus en détail et nous dire un peu comment cette pandémie a impacté, quel a été l'effet du coronavirus sur votre entreprise, s'il vous plaît. Merci beaucoup. En fait, l'effet, ça s'est fait en 2 temps, dans le sens où, en fait, je dois situer mon entreprise. Donc, il y a 1 an, ça fait 1 an, au mois de mars 2020, que j'ai lancé Code F avec l'ambition d'offrir de l'éducation financière, donc des ateliers de sensibilisation sur les finances, comment gérer son argent aux gens, surtout aux employés en entreprise. Puis aussi faire ce que je fais du coaching financier, donc m'asseoir avec les individus, puis faire le point sur la situation financière et mettre en place un plan d'action pour les aider à améliorer la santé financière et la manière de gérer leur argent. C'est ce que Code F fait. Donc, mon modèle d'affaires initial, c'était d'offrir mes services de Code F dans le milieu de travail, donc auprès d'entreprises. Il va sans dire qu'avec la crise de la pandémie, du jour au lendemain, tout a été fermé. Donc, beaucoup d'entreprises ont été fermées, shut down. Beaucoup de contrats que j'avais ou bien d'opportunités qui s'en trouvaient ont été aussi shut down complètement parce que beaucoup de contrats ont été annulés. Certains ont été reportés, mais beaucoup ont été annulés. Donc, pendant les 2-3 premières semaines de la pandémie, c'était vraiment une grosse crise, une grosse panique de mon bord pour savoir comment est-ce que j'allais m'en sortir parce que, comme je disais encore une fois, mon entreprise allait sur sa première année d'existence. Ouais. Donc, ça a été vraiment, vraiment paniquant. Puis, donc ça, c'est la première phase. Après, je me suis dit justement que de paniquer, de rester à ne rien faire, je me retroussais les manches, puis essayer de voir comment est-ce que je peux
être utile à ma communauté, à ma société en ce temps de crise-là, puis aussi me garder occupée. Donc, du coup, j'ai comme parti un certain nombre d'initiatives de webinaires, surtout en ligne, d'ateliers gratuits pour outiller les gens à gérer la finance personnelle en temps de crise, s'assurer de prendre le leadership de la finance personnelle pour après la crise. Puis, la semaine dernière, notamment, j'ai fait une série de webinaires sur les liens entre le stress financier, donc le stress lié au problème d'argent et la santé mentale. C'était la semaine nationale de la santé mentale la semaine dernière. Donc, c'est un type d'initiative que j'ai fait et puis qui ne veut pas m'a comme donné certaine visibilité aussi auprès de ma clientèle, puis et donc ouvert des nouvelles opportunités d'affaires. D'autres choses. Puis aussi, un des points, une des stratégies que CodeF avait en ligne de mire depuis le début de l'année 2020, c'était d'ouvrir des services aux particuliers, donc aux employés, enfin aux travailleurs qui n'avaient pas accès à nos services via le milieu de travail, mais aussi aux travailleurs autonomes et aux entrepreneurs. Et donc là, ça nous a permis de travailler, de peaufiner notre stratégie d'entrer sur ce nouveau segment de marché-là. Et parmi les initiatives, c'est par exemple la création d'un groupe Facebook, Parlons Finance Autrement. Je vous invite d'ailleurs à y participer. C'est un groupe de discussion entre pairs que je modère et je pousse beaucoup échanger sur des astuces, des pratiques à mettre en place pour gérer ses finances personnelles. Et ça m'a permis d'avoir aussi progressivement une clientèle d'individus aussi, de travailleurs autonomes. Donc, c'est pas mal. Donc, vraiment, une crise en 2 temps. Les 3 premières semaines étaient assez difficiles, assez angoissantes. Puis là, justement, avec le déconfinement qui s'en vient, avec le fait qu'on ait travaillé à se réinventer, à retravailler notre modèle d'affaires, fait qu'on a des nouvelles perspectives qui se profilent à l'horizon. Donc, je disais que si on comprend bien, vous avez réagi très rapidement en créant en prenant des initiatives sur le web avec les webinaires, d'ailleurs que j'ai quand même eu à suivre et qui était très intéressant. Est-ce qu'on peut dire que ça s'adapte, ça va quand même? Est-ce que ça permet aux gens de… Vous sentez que ça revient? Je sens que ça revient. C'est sûr qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes sur le marché pour moi, mais oui, ça revient progressivement. Ça revient progressivement, puis aussi le fait d'avoir ouvert, comme dit encore une fois, aujourd'hui, disons, avant la crise de la COVID-19, j'avais une clientèle qui était 100% entreprise. Maintenant, j'ai une clientèle qui est à la fois entreprise, qui commence à revenir progressivement, même si c'est encore pas au niveau où c'était. Puis, je commence à développer le segment clientèle particulier. Donc, c'est ça aussi. Mais est-ce que ça va revenir complètement dans combien de temps? Je ne le sais pas. On croise les doigts, puis on redouble d'efforts pour s'assurer de passer à la crise. Ouais, on va croiser les doigts avec vous et d'une manière ou d'une autre, on se rend compte que cette crise nous permet de réagir et d'aller chercher au fond de nous des ressources qu'on ne pensait pas avoir. Et c'est pour ça que je me plais parfois à dire comme certains que le monde ne sera plus pareil. On va vous revenir avec la prochaine question, mais avant, si vous permettez, on va demander à Madame Falardeau de nous parler un tout petit peu rapidement de son projet social et comment est-ce que la pandémie a vraiment impacté ce projet-là. On va essayer donc on vous écoute, Madame Falardeau, et merci encore d'être là. C'est moi qui vous remercie infiniment de me donner l'opportunité de rencontrer toutes ces personnes super inspirantes. Pour ma part, moi, je travaille comme artiste et je vends mes œuvres sur Internet depuis très, très longtemps. Donc, ma vie n'a pas été tant impactée. Il n'y a pas eu de grands changements pour moi parce que je peux continuer à travailler étant donné que ça fait vraiment plusieurs années que je travaille sur Internet. Je suis une professionnelle du web depuis 1998. Alors, moi, j'étais dans une position que je dirais une position de privilège où j'avais un peu plus de temps pour être capable d'aider. Et en fait, j'ai eu la chance, il y a 2 ans, d'être invitée à Punta Cana dans un hôtel très bien connu pour peindre des murales pour les gens qui travaillent dans les hôtels. Donc, c'était pas pour les touristes, mais vraiment pour
pour créer un environnement de travail qui était plus agréable pour les Dominicains et les Haïtiens. Alors, j'ai passé 45 jours, c'était une genre de résidence d'artiste et ça m'a permis de vraiment rencontrer les gens et de tisser des liens. Ils m'ont accueilli comme une sœur. Alors, nécessairement, quand la COVID a frappé, j'ai immédiatement pensé à eux parce que je sais très bien que s'ils ne travaillent pas aujourd'hui, demain, ils ne pourront pas manger. Alors, j'étais vraiment inquiète de la situation. Alors, j'ai contacté mes amis là-bas et puis, effectivement, la situation était vraiment épouvantable. Donc, je les ai aidés personnellement comme je pouvais, mais quand j'ai vraiment pris conscience de l'ampleur de la problématique, je comprenais que je pourrais pas les aider moi-même toute seule. Donc, j'ai décidé de faire une campagne de sociofinancement sur GoFundMe pour récolter des dons pour nourrir les familles qui, en ce moment, tombent entre les cracks de l'aide sociale qui est disponible dans le pays. Donc, j'ai rapidement monté 5 équipes dans 3 régions différentes, une à Punta Cana, une à Higüey, qui est peut-être à 1 heure de là, et une à Samana. Donc, ce sont des régions qui sont très, très durement touchées parce que les hôtels étant fermés, il n'y a plus de dehors de touristes. Alors, toutes les personnes qui travaillent soit dans les hôtels de proche ou de loin, que ce soit directement dans l'hôtel auprès du client ou comme jardinier ou comme personne qui offre un service à l'hôtel, étaient immédiatement mis en péril. Alors là, c'est une situation qui est difficile parce que loin, je ne veux pas critiquer le gouvernement dominicain qui fait de son mieux pour subvenir aux besoins, mais il y a nécessairement une grande partie de la population qui ne reçoit pas d'aide, notamment les familles haïtiennes qui n'ont pas le certificat de citoyenneté. Alors, il y a aussi les familles dominicaines qui ne reçoivent pas cette aide-là. Fait que l'aide qu'on essaie de donner aux gens, c'est de leur donner une aide alimentaire directe rapidement. Puis ce qui est merveilleux de la technologie maintenant, c'est que ça nous permet de faire rapidement des ponts. Alors, j'ai lancé ma campagne, je crois que c'était le 19. À partir du 21 au matin, j'avais reçu quelques dons déjà des gens de ma famille qui ont décidé de se cliquer. Et puis, la journée même, on avait déjà commencé à nourrir des familles. Là, aujourd'hui, on est rendu qu'on a été capable de briser la famine pour près de 140 familles et nos initiatives continuent. Et là, ce que je suis en train de comprendre dans la situation, c'est que la charité va avoir ses limites parce que les gens vont être sollicités de plus en plus parce que pour moi, la pandémie, c'est une chose, mais le grand problème de cette pandémie-là, c'est la famine que ça va poser un peu partout dans le monde. C'est vraiment un problème criant. J'ai l'impression que les gens perdent. Donc, on est déjà en train de penser à comment est-ce qu'on peut favoriser, par exemple, la permaculture sur place en République dominicaine ou par les plateformes technologiques. Comme par exemple, on pourrait penser que des gens là-bas pourraient nous enseigner l'espagnol ou le créole ou un autre. Oui, on s'excuse auprès de nos spectateurs, Madame Falado. Un autre talent qu'ils ont. Fait qu'on essaie vraiment de créer dans les gens là-bas. Allez-y, allez-y. Est-ce que ça coûte? Oui, en fait, je pense que c'est un problème d'Internet. Il y a un problème d'Internet. Alors, c'est ça. Fait qu'on est vraiment en stratégie Ah, je suis désolée. C'est pas grave. Allez-y. Alors, c'est ça. On essaie de créer des ponts de cœur, en fait, parce que la solution politique, elle n'est pas là. Ça va leur prendre beaucoup d'années avant de trouver de l'équité entre les pays, de la situation économique et tout ça. Mais en attendant, d'une famille à l'autre, on peut créer un pont de cœur et décider de soutenir une famille qui est dans le besoin aujourd'hui. Fait que c'est ça la mission qu'on porte en ce moment. En fait, si on comprend très bien le point, Madame Falado, c'est vous avez lancé une campagne GoFundMe pour pouvoir soutenir des familles qui sont dans le besoin et vous souhaiterez donc à travers notre plateforme, à travers cette rencontre, solliciter des personnes qui ont la volonté de donner quelque chose à votre campagne. C'est bien ça? Et puis, c'est pas nécessairement de l'argent qu'on a besoin parce que oui, on a besoin d'argent, mais un réseau de contacts, de la visibilité, des compétences, des idées, on est ouvert à tout, en fait, pour collaborer, pour pouvoir développer une expertise et puis après ça, partager cette expertise-là à d'autres endroits qui ont tout autant besoin sur Terre.
OK. Et là, si on veut vraiment vous joindre, vous pouvez nous dire comment le faire pour ceux qui veulent le donner. Ensuite, en fait, à la fin de cette rencontre, on va pouvoir placer votre contact sous la vidéo afin que les gens puissent vous contacter. Sinon, pour ceux qui écoutent et qui aimeraient peut-être le noter maintenant, comment vous contacter pour donner? Plaisir. La meilleure façon de me contacter, c'est sur Facebook. Donc, Yannick Falardeau sur Facebook, recherche pour la campagne « Nourrir les familles de la République dominicaine ». On est assez facile à trouver. Alors, pour tous ceux qui souhaiteraient donner, vous pouvez aller sur Internet, Yannick Falardeau, et vous allez juste trouver sa page Facebook. Vous pouvez commencer à donner, prendre pas seulement de l'argent, mais n'importe quoi qui peut aider les familles. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. On espère et on vous souhaite que les gens puissent donner afin que vous puissiez donc le donner, le redonner et que vous puissiez aider ceux qui en ont besoin. Maintenant, on va écouter monsieur. Merci. Monsieur, est-ce qu'il est là? Oui, monsieur Zoromé. Parlez-nous un tout petit peu de votre entreprise. Je pense, j'ai cru avoir compris que vous aviez un gros projet, mais à cause du coronavirus, ça s'est arrêté. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer assez brièvement, s'il vous plaît, monsieur Zoromé? Très bien, merci. Comme je l'ai mentionné à la présentation, notre domaine d'intervention principal actuel, c'est les TIC au service de l'éducation. Okay? Donc, nous travaillons sur une solution logicielle informatique pour aider le système éducatif africain à être meilleur et à l'arrimer aux objectifs de développement. Donc, nous y travaillons, ça fait plusieurs années de cela. Et donc, dans cette dynamique d'évolution progressive de la solution, nous étions en fait sur le point de lancer une innovation qui correspond à des communications d'informations par SMS qui est organisée sous forme de services où les parents peuvent recevoir automatiquement, dès qu'on saisit une note dans le système, ils peuvent recevoir automatiquement un SMS sur leur téléphone. Ça peut aussi des communications d'informations de façon périodique. À chaque fin de mois, ils peuvent recevoir un récapitulatif des absences. Alors, la réalité en Afrique est assez spécifique par rapport au Canada où on a l'Internet qui est relativement très développé. En Afrique, l'Internet, malheureusement, n'est pas assez disponible. Okay? Il n'est pas également suffisamment vulgarisé. Nous avons par contre l'avantage des télécommunications, donc tout ce qu'on dit GSM, qui est relativement bien répandu. Et donc, c'est opportun de s'appuyer justement sur ces technologies de communication SMS pour avoir un accès assez élargi auprès des parents, en fait. Et vous savez, le système éducatif évolue et il a évolué de nos jours, tel qu'on enseignait en Afrique dans le passé. Aujourd'hui, ce n'est pas pareil. Et donc, ça importe de pouvoir offrir les moyens aux parents de pouvoir avoir un suivi exact et précis, en fait, de l'évolution de leurs enfants au niveau académique et de pouvoir les accompagner pour une réussite, en fait. Ce n'est pas toujours facile d'utiliser, par exemple, les enfants, les élèves comme un vecteur, en fait, pour des raisons diverses. Ce n'est pas évident qu'ils puissent toujours transmettre les informations les concernant eux-mêmes à leurs parents, en fait, de façon fidèle pour des raisons multiples, en fait. Après tout, il reste des enfants en tant que tels. Donc, le système était venu, en fait, pour consolider cette synergie entre l'établissement et les parents en tant que tels. Et donc, nous étions sur le point de lancer l'innovation. On a eu des clients, des établissements qui ont déjà utilisé l'innovation. Nous avons eu des retours des parents très encourageants, assez positifs. Et on était sur le point de lancer l'innovation pour publier quand la crise pandémique s'est déclenchée. Et comme vous le savez, parmi les premières mesures qui ont été décidées, c'est la fermeture des écoles. Voyez, et puis donc du coup ça a comme une implication que les écoles ne pourront plus rendre le service d'enseignement et par conséquent ne seront plus en mesure aussi de communiquer de l'information sur l'éducation, ainsi de suite. Alors, que faire face à la situation? Alors, nous avons eu l'opportunité de
d'avoir expérimenté l'innovation, mais nous devons aussi regarder la réalité en face. Parce qu'en Afrique, l'Internet, comme je disais, n'est pas aussi disponible comme au Québec. Nous voyons qu'au Canada, par exemple, il y a différentes initiatives qui permettent quand même de faire de l'enseignement à distance avec un certain niveau de qualité raisonnable et acceptable. Mais en Afrique, au Burkina, par exemple, ce n'est pas le cas. Que faire? Alors, il y a des initiatives privées déjà qui existaient sur le terrain qui consistent à offrir de l'enseignement, par exemple, par la télé, OK, et puis d'autres moyens qui existent. Chacun apporte sa contribution en tant que tel. Alors, parmi les initiatives que nous avons trouvées intéressantes, c'est la télé, en fait, le télé-enseignement. Ça donne le son, l'image, OK, et même la possibilité aussi du mouvement, c'est important dans l'éducation. Les solutions qui existent actuellement, c'est des efforts, mais il y a certaines limites qui leur sont associées, telles que le problème de l'interactivité. Quand l'élève, il suit le cours, ce n'est pas évident pour lui de pouvoir, s'il veut poser une question sur un point particulier, de pouvoir poser la question et avoir la réponse. Or, comme vous le savez, cette interactivité est assez importante dans l'éducation. Le deuxième aspect, c'est qu'avec ces téléenseignements, c'est comme une communication à sens unique et on n'a pas tout à fait des mécanismes d'évaluation, en fait, pour savoir est-ce que ce qui a été transmis a été compris et à quel niveau de compréhension nous en sommes, quelle évaluation nous pouvons lui donner et quelle base pouvons-nous prendre pour pouvoir avancer avec l'éducation, donc l'apprentissage de l'élève, en fait. Donc, eu égard à la configuration, nous avons reconsidéré, en fait, l'innovation que nous voulions mettre en place pour voir comment est-ce qu'on pourrait apporter de la valeur ajoutée à l'initiative de téléenseignement qui existe déjà. Okay? Et comme vous le savez, la crise s'est déclenchée et nous sommes en pleine année scolaire. Pour beaucoup de pays en Afrique, nous sommes au deuxième trimestre qui ne s'était pas achevé. Donc, c'est comme si on est à cheval, en fait, entre la facilité de valider l'année, et d'avoir un certain niveau d'évaluation qui permettent, en fait, de se positionner sur comment définir les passations des élèves, quitte à ce qui ne puisse pas finaliser l'année complètement. Donc, notre innovation a été en fait d'offrir à nos différents États une solution, un système qui va permettre de complémenter en fait l'enseignement, le téléenseignement par de l'interactivité, mais aussi la possibilité de pouvoir évaluer ce téléenseignement-là via des communications SMS, en fait. Donc, ça évite que les élèves partent forcément à l'école. Ça permet de les évaluer et de pouvoir même les offrir des bulletins réels, OK, ici du téléenseignement, et de pouvoir décider, en fait, de leur passation. Nous sommes en situation de crise, OK, et ce n'est pas évident de couvrir par une seule solution, une seule approche, tous les cas de figure. Mais l'approche que nous proposons, c'est de s'appuyer sur la télé et les SMS, les GSM, qui sont relativement très accessibles par rapport à l'Internet, en fait. Donc, le système ne passe pas par l'Internet. Et en deuxième phase, nous proposons des mécanismes pour pouvoir rattraper les élèves qui ne pourraient pas être couverts par cette approche de solution. Donc, nous avons déjà fait de la publication sur l'innovation proposée. Nous avons aussi déjà eu, en tout cas, un contact du ministère au Burkina. Nous sommes en attente de pouvoir échanger. Et nous restons ouverts, en fait, dans notre approche actuelle. Nous mettons plus l'accent sur la contribution citoyenne, OK, et le côté économique. C'est une situation qui frappe tout le monde et chacun y apporte du sien au mieux de ses capacités. Et notre modeste contribution sera de pouvoir aider nos États à au moins continuer ou boucler l'année scolaire pour cette session. Et puis, pour le temps du reste, on espère qu'on en saura mieux et on saura mieux se défendre contre la crise du COVID-19 pour la rentrée prochaine. Merci. Alors, merci vraiment. On voit que votre innovation était quand même
assez avant-gardiste, vu que vous comptiez comme faciliter l'accès des parents à l'évolution de leurs enfants à travers votre innovation, la technique. Et j'imagine qu'une fois que le Covid serait passé, s'il y a moyen, vous allez continuer avec votre innovation ou pas? Absolument. Donc, déjà, l'innovation est exploitée par des établissements partenaires qui nous font un retour très encourageant. Et donc, on espère que d'ici la rentrée prochaine, justement, la situation va revenir à la normale. Nous voyons, sommes témoins de tout ce qui est entrepris comme effort, comme le docteur Watson nous a souligné tout à l'heure. Ça évolue, il y a beaucoup d'efforts. Et on espère que d'ici la rentrée prochaine, on saura comment, en tout cas, prendre le dessus du coronavirus et que la situation revienne à la normale. Cela étant, nous restons toujours dans la dynamique, s'il le faut et si besoin est, d'accompagner toujours les systèmes éducatifs. Pour ceux qui nous ont écoutés, je pense que c'est quelque chose de très intéressant. Et d'ailleurs, je pense, on va se parler à propos de ça. J'ai des personnes qui pourraient peut-être regarder ça après le Covid. J'aimerais prendre 2 secondes, si vous permettez, chers invités, pour dire bonjour à ceux qui nous écoutent à travers le monde. Et je pense à Monsieur Osdemir Erdine, Tété Mpoyi, Pierre Ngué, je pense aussi à Dama Konsega, Philippe Angerville qui nous écoute de la Guadeloupe, Benjamin Poué, je pense à Nelly Njoko de la France, Bertrand Naon, David Chemi, Christian Tremblay, Lukila Junior, pour ne citer que ceux-là. Ceux que je n'ai pas cités, vous ne nous en tiendrez pas rigueur, j'espère. On reviendra. Alors, avant de continuer aussi, j'aimerais me faire remarquer qu'ici, on a notre partenaire aussi, Monsieur Zenzi, qui nous a rejoint un peu tard, mais il est là. Et il est aussi un observateur, nous le saluons, qui est aussi un collaborateur de Diaspora Interaction. Donc, tout ceci étant dit, chers invités, je vais revenir rapidement avec notre chère Annick, notre spécialiste des finances. On aimerait savoir, Annick, selon vous, malgré tout ce chamboulement, il y a sûrement quelque chose. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans tout ce brouhaha sanitaire qui se passe? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Annick, le micro est fermé. Excusez-moi. Je disais que ce qui m'a le plus marqué, c'est le filet social qui a été mis en place par le gouvernement. Parce que on s'entend que oui, on parle beaucoup de la crise sanitaire, puis tout ce qu'on nous martèle beaucoup, c'est la crise sanitaire, comment il faut se laver les mains, tous les trucs, qui est super important, mais c'est quand même avec le ralentissement économique, voire la récession qui vient dans le trail de la COVID-19, il va aussi avoir, ça va avoir un gros impact sur la santé financière des individus. Puis au Canada, au Québec, on a comme la chance d'avoir un bon filet social qui aide beaucoup les gens. Et donc, c'est ça qui m'a beaucoup marqué. Aussi, l'adaptation, la flexibilité dans les gouvernements ont fait preuve pour justement s'assurer que le plus de monde possible puisse bénéficier des aides dont ils ont besoin. Allô? On vous a perdu. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Allô? Qui m'entend? Oui, on vous entend très bien. Oui, on vous entend très bien. Très bien, on t'entend. Ça veut dire, Annie? OK, là, on vous a rejoint. On vous reprend. OK, good. OK, mais on m'a perdu à quel moment parce que je pensais que ça avait été… Le volet social. En train de parler du volet social. Mais en fait, je disais que oui, c'était la chose qui m'avait le plus marqué de voir que le gouvernement, enfin les gouvernements, que ce soit provincial et fédéral, avaient mis en place un filet social pour aider la population. Parce que, oui, on parle beaucoup de la crise sanitaire, puis le fait de prendre des mesures d'hygiène, se laver les mains, et enfin, de la distanciation sociale, etc. Mais la fermeture des magasins, la fermeture des entreprises, le confinement, en fait, va avoir des gros impacts sur la santé financière des individus.
Puis, on est quand même chanceux qu'il y ait de quoi, un filet social pour aider les gens. Parce que sans ce filet-là, honnêtement, enfin, déjà qu'on voit que malgré le filet social, il va y avoir des gros impacts sur la santé financière. On parle de cas de faillite personnelle, des vagues de faillite personnelle qui s'en viennent à grands pas. Mais sans ce filet social, sans la prestation canadienne d'urgence, par exemple, il y aurait, la situation serait encore plus grave que ça. Et aussi, j'étais assez contente de voir la flexibilité des gouvernements dans la mise en place de ce filet social-là pour s'assurer que le plus de monde possible puisse y avoir accès. Ah. Ouais, c'est vrai que c'est un filet social qui vient vraiment faire la différence avec plusieurs pays du monde entier. Chacun, à sa manière, essaie de couvrir, mais il faut aussi, il faut avouer qu'au Canada, au Québec, à Québec, c'est quand même quelque chose de très apprécié. Et pour ne pas pour ne pas bondir sans vous aviser, j'aimerais savoir comme ça, qu'est-ce que vous pensez de votre lecture du déconfinement? Ma lecture de déconfinement, honnêtement, je suis assez partagée parce que c'est sûr que après 40 jours, plus de 50 jours fermés à la maison, on veut sortir, c'est important. Et même en termes, pour mon entreprise, pour ma business, comme on dit, ce serait bien qu'il y ait un déconfinement plutôt que tard. Mais en même temps, je me pose la question, est-ce qu'on a déjà atteint le sommet de la courbe ou pas à Québec? Je ne suis pas certaine parce que quand je vois les données de ces derniers jours avec l'augmentation des cas du nombre de décès, etc., je me pose vraiment la question si c'est peut-être pas trop tôt de faire un déconfinement là. Donc, du coup, je suis assez partagée parce que c'est sûr que oui, ça ferait beaucoup de bien à la fois mentalement, mais aussi économiquement. Mais est-ce que c'est pas trop tôt? C'est la bonne question. Une très bonne question à laquelle nous ne pourrons pas répondre parce que les choses sont déjà en branle et en marche. On va rebondir avec la même question au niveau de Yannick, Madame Falardeau. Si rapidement, vous pouvez répondre aux deux questions. Qu'est-ce que vous avez le plus marqué et votre avis sur le déconfinement, s'il vous plaît? Ben, je fais écho à ce que ma collègue Annick a dit. Moi aussi, j'ai été très étonnée par le filet social qui était disponible au Québec. Quand le premier ministre a dit, il n'est pas question que quelqu'un au Québec n'ait pas à manger, puis que là, tout d'un coup, il y a tout un filet qui s'est mis en place. C'est pour ça que j'ai été capable de m'impliquer ailleurs, parce que j'avais cette possibilité-là d'être à la maison, de recevoir un montant d'argent et d'avoir du temps pour m'impliquer dans un projet. Fait que je pense que ça, c'était vraiment super important. Mais ce qui m'a désolée de l'autre côté, c'est de voir que c'est pas tous les pays qui ont cette aide-là. Et je dirais l'apathie de certains gouvernements face aux autres pays. J'aurais voulu voir beaucoup plus d'expansion sur le monde entier, de la conscience de notre interconnectivité, que juste se replier sur soi puis de juste se concentrer sur nos problèmes ici localement. Parce que je pense qu'on est rendu ailleurs maintenant. On peut plus penser juste en termes de un pays à la fois. Il faut travailler tous ensemble. Fait que moi, c'est là où je suis rendue, c'est de voir comment est-ce qu'on peut faire des ponts avec tous ces gens-là. Pour le déconfinement, c'est clair qu'il va falloir qu'on fasse le déconfinement le plus rapidement possible, étant donné que il y a beaucoup de pays qui vont être placés dans des situations extrêmement précaires à cause que les transports, le voyage et tout ça, c'est limité. Mais il faut le faire aussi avec une conscience des risques qui vont être présents, c'est sûr. Fait que je voudrais pas être dans la position des personnes qui prennent ces décisions-là parce que on dirait que on peut pas vraiment gagner. Il va y avoir des risques importants, mais si on est capable d'agir le plus possible avec conscience et cœur, je me dis qu'on va prendre des décisions pour les bonnes raisons. L'aspect économique, évidemment, c'est super important, mais l'aspect humain aussi, je pense qu'il est très important. Fait que moi, je reste toujours ancrée dans cette même alignement-là avec le cœur. Je rebondis avec cette question au niveau de M. Zoromé, s'il vous plaît. Okay. Je partage tout à fait la vision des précédents intervenants. Ce qui est quand même à noter, c'est que la crise du coronavirus nous a quand même rappelé l'humanité quelque part. Vous savez, un peu partout dans le monde, nous sommes forts quelque part, mais ça a été un virus qui nous a tous rappelé le sens de
de l'humanité, en fait, que les problématiques peuvent être transverses à travers le monde entier. Évidemment, comme ça a été souligné, d'un pays à l'autre, la façon de se l'approprier, c'est au regard de la réalité de chacun, des moyens de chacun. Et pour notre cas, au Canada et au Québec, nous sommes très, très contents et fiers de tous les efforts qui ont été entrepris justement pour pouvoir s'approprier et gérer la crise au mieux des capacités qui sont offertes. Ailleurs, ce n'est pas évident, c'est quand même une préoccupation aussi quand je regarde en Afrique. Parfois, plusieurs sont dans des systèmes économiques où ils vivent plus ou moins au jour le jour. Donc, les marges de manœuvre sont relativement limitées en matière de confinement. Il y en a qui ont commencé et puis, bon, ça n'a pas trop duré. Ils ont dû ouvrir, en fait. Donc, c'est une question d'équilibre, en fait, entre nécessités économiques, santé et enjeux sociaux en tant que tels. Voilà, donc... Merci de votre avis. Ça se voit que les avis sont un tout petit peu partagés, mais ça revient toujours au fait que ce filet social vient vraiment nous soulager et faire la différence. Je pense que le docteur voulait réagir rapidement, s'il vous plaît. J'apprécie beaucoup les propos qui ont été avancés par nos invités, notamment Madame Annick et Madame Yannick. Mais j'aimerais réagir sur un petit point qu'a dit Madame Yannick Falado, lorsqu'elle a dit qu'il faudrait qu'on arrête de penser en tant que pays et qu'on ait une vision globale ou internationale. C'est drôle, hein, parce que nous sommes ici au Québec et les gens ne pensent même pas province, les gens pensent ville. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes à Montréal et que vous voulez venir, je ne serait-ce qu'à Terrebonne ou à Repentigny, on dit non, on ne veut pas de gens de Montréal chez nous. On veut rester ici parce que vous êtes infectés. Donc, vous voyez, les gens, on est rendu à un niveau où on pense même plus dans la même province, là. On pense maintenant même dans chaque ville, même dans la même région. Donc, vous ne pouvez pas demander à des personnes d'avoir une vision internationale quand nous sommes dans une phase où tout le monde est replié et le repli est devenu carrément un repli de type citadin, donc un repli de type ville. Moi, dans ma ville, je ne veux pas les gens des autres villes qui restent là-bas dans leur coin avec leurs problèmes. Donc, c'est un peu compliqué dans un contexte comme celui-là. Pour Madame Annick, oui, elle a beaucoup évoqué l'importance du déconfinement. On en a parlé par le passé, hein, Florian, vous savez. Je vais encore le redire très rapidement et très succinctement. C'est la réalité économique. C'est vraiment la réalité économique. Est-ce que sur un plan sanitaire, c'est tôt? Je vous dirais que ça dépend de notre seuil de tolérance. Je prendrai un exemple. Les pédiatres, l'Association des pédiatres du Québec, qui a suivi ce qu'a dit l'APA, avec American Pediatric Association, l'Association américaine de pédiatrie, ont fait une étude comme quoi les enfants de moins de 7 ans étaient des vecteurs les moins importants de la maladie. Donc, autrement dit, un enfant de moins de 7 ans transmet moins le germe ou le virus que, par exemple, un adulte le ferait. Donc, ils ont appuyé cette hypothèse sur des études démontrées et ils sont arrivés à la conclusion qu'on pouvait ouvrir les écoles pour les enfants de bas âge parce que le risque de transmission entre enfants ou partant des enfants était moindre. Mais sauf que maintenant, il faut savoir si, on a vu la dernière fois qu'on a discuté avec d'autres invités, Florian, il y a des parents qui étaient quand même inquiets et qui ne voulaient pas que leurs enfants partent à l'école. Donc, on est dans une situation de quel est notre seuil de tolérance par rapport au risque en tant que société. Est-ce que nous voulons vivre dans une société où il y a zéro risque? Si nous voulons vivre dans une société où il y a zéro risque, on va rester enfermé pour toute notre vie. Hein. À un moment donné, il faut bien qu'on accepte aussi de faire face à une certaine forme de risque, mais tout en continuant à avancer en tant que société. Merci de votre analyse, de votre point de vue, bien sûr, qui reste votre point de vue. Et on a encore 13 minutes parce qu'on devait finir à 17h15, donc on a encore un petit 13 minutes. Je propose que on fasse un tour, que chacun me dise si vous saviez que ce fléau arrivait, cette pandémie arrivait, cette crise sanitaire arrivait, cette catastrophe, je dirais même, arrivait. Comment auriez-vous géré votre entreprise? Je vais m'adresser à Annick et puis dans cette volée, je vais aussi demander à Zenzi de préparer sa réponse assez courte. Et chacun va dire un mot. Alors Annick, s'il vous plaît.
Honnêtement, c'est une excellente question, puis je n'ai pas la réponse. Bon. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, Florian, c'est que avec les crises, des moments comme ça, on apprend beaucoup sur soi, on apprend beaucoup sur soi-même, sur nous-mêmes. Donc, est-ce que si c'était à refaire, j'aurais fait les mêmes choses, les mêmes choses? Je sais pas, mais en même temps, même si ma situation actuelle n'est pas enviable, je tire quand même beaucoup d'apprentissage de la crise que j'ai vécue. La crise, oui, est venue avec des pertes, est venue avec des déceptions, mais aussi venue avec des opportunités qui se profilent à l'horizon. Donc, j'aime mieux me concentrer sur ces opportunités-là qui se profilent à l'horizon et non sur ce qui aurait pu être et qui n'a pas été. Merci infiniment de cet avis. Je tiens à rappeler, et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui se sont joints à notre rencontre. Je vais saluer Bertrand Sioué, Sandra Adjo Sakpounou, Osende Ouandje, Sandrine Morbéan, 5 étoiles, Wansi John Moïse, Adama, bref, et tous ceux que je n'ai pas cités. J'aimerais mentionner ici que Annick, si vous avez besoin de conseils en finance, vraiment allez sur sa page. Bref, elle le dira sûrement en mot de fin, mais je peux vous dire que ces conseils sont très, très avisés. Donc, c'est une référence. Bon, je vais écouter aussi Madame Yannick, s'il vous plaît, pour la question. Je dirais que je pense que moi, je suis en affaires depuis l'an 2000. Je dirais que j'ai souvent été timide. Donc, je me montrais pas assez souvent. J'étais en service, oui, mais j'aurais pu être beaucoup plus visible avec mes idées, ma façon de voir le monde, les affaires et tout ça. Donc, la seule chose que je changerais en prévision, c'est que j'aurais été très, très, très visible avec ma vision de l'économie consciente, avec ma vision pour comprendre qu'on fait tous partie d'une grande famille humaine, et je deviendrais plus insensible aux critiques. Parce que quand on ose se montrer avec des grandes idées, nécessairement, il y a des gens qui ne sont pas d'accord d'un côté comme de l'autre. Des fois, les Québécois me disent « Mais pourquoi tu les aides eux et t'aides pas le Québec? » Et des fois, je me fais dire d'autres affaires de l'autre côté. Donc, je pense que en bout de ligne, pour moi, c'est de savoir qui on est et de juste être visible, rayonner sans inquiétude, parce qu'on va finir par trouver les gens qui résonnent avec ce qu'on a à dire. Fait que c'est ce que je ferais de différent. Merci beaucoup. On va vous revenir pour le mot de fin dans quelques secondes. Je vais rebondir rapidement avant de dire ce que j'étais sur le point de dire. Je vais rebondir avec Monsieur Zoromé. Ok, merci. Pour ce qu'on sait de la crise actuelle et ce que nous pouvons constater, si je compare l'Afrique, le Burkina par exemple, au Canada, nous voyons que les marges de manœuvre à rebondir face à la crise du COVID-19 du point de vue éducatif sont différentes. Ici, nous avons pas mal de possibilités en matière d'outils pédagogiques, de capacités d'enseignement, l'Internet, vous voyez, des productions, une télé dédiée à l'éducation. Et quand j'ai fait le parallèle en Afrique et le Burkina, par exemple, nous sommes relativement limités et ce que nous avons proposé aujourd'hui, c'est une solution que nous avons élaborée en situation de crise, entre guillemets. Et je pense que si on avait une certaine conscience de ce qui pourrait advenir, en tout cas même à terme raisonnable, peut-être qu'on se serait pris autrement à pouvoir offrir une meilleure qualité pour l'éducation et l'accompagnement à pouvoir traverser la crise en tant que telle. Donc, merci beaucoup de cette réaction et de cette comparaison. Au moins, ça nous permet de comprendre un peu la différence. Et puis, j'aimerais lire, j'invite nos web spectateurs, dorénavant, si vous voulez réagir, réagissez. On va lire très rapidement en ligne. Monsieur Adama Consega qui dit un beau tableau, vivement des innovateurs comme ça pour adapter les solutions financières ou éducatives à l'Afrique. Donc, voilà. Je vais rebondir avec monsieur Abou et ensuite monsieur Zinzi et on ira pour le mot de fin. Alors, oui, monsieur Abou. Quelle est la question déjà?
Si vous saviez que cette pandémie arrivait, comment aurez-vous adapté? Quel aurait été votre comportement si vous étiez, en tout cas, actuellement? Ouais, merci pour la question, hein. Mais je voudrais replonger un peu dans l'histoire parce que c'est très important, ça nous permettra de comprendre. Faut que vous soyez assez bref parce que là, on n'a plus trop de temps. D'accord. Très bref. Je voudrais dire que dans l'histoire, chaque 100 ans, on a des maladies similaires, hein. Tout a commencé en 1720 déjà avec Marseille. 100 000 personnes sont décédées. Après, en 1820, on a eu en Philippines, en Indonésie, en Taïwan, 100 000. Et en 1920, on a eu le flu chinois avec 100 millions de morts. Et 100 ans après, en 2020, vous voyez déjà où nous en sommes. Alors, si on savait que cette maladie allait venir, je pensais qu'il fallait que le monde puisse s'organiser et puis travailler ensemble pour faire un front commun. Parce que quand ça a commencé, on a pensé que c'était un problème chinois uniquement. Donc, c'est ce que je voulais dire. J'allais appeler à plus de solidarité dans le monde. Merci. Merci infiniment. Merci de votre réaction. Monsieur Zinzi, très rapidement, s'il vous plaît. Oui, merci. D'abord, je tiens à saluer tout le monde, hein. J'apprécie vraiment la qualité des interventions. Sur cette question, j'aimerais dire que individuellement comme collectivement, chacun, on a tous quelque chose qu'on aurait dû faire si on savait que cette crise-là allait arriver. Mais je tiens à dire que le corona aura réussi une chose et il faudrait que cela continue. Le corona a permis à tout le monde de se concentrer sur l'humain. Et ça, c'est vraiment important. Cette chaîne de solidarité-là ne doit pas s'arrêter même après le corona. Ça doit toujours continuer. Ça, c'est l'aspect positif qu'il faut retenir de cette pandémie-là. Sinon, on aura toujours, même aussi organisé qu'on est, on a toujours quelque chose qu'on aurait dû faire. Ça, c'est sûr. C'est sûr parce que cette pandémie-là ne nous a pas prévenus, elle nous a pris au dépourvu. Et bon, ça, le confinement nous a créé tous les problèmes que cela a pu créer. Mais l'important, c'est l'humain. C'est l'humain. Et ça, c'est le côté positif que je retiens du corona. Il faudrait que cela continue. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Ok, merci infiniment. Donc, j'aimerais continuer à dire merci à Néline Djoko d'être là, Clédo du Qatar, Hervé Kouassi, Théorute, Philippe de la Guadeloupe. Bref, tous ceux qui nous suivent et qui sont toujours là à toutes nos émissions, merci d'être là. On ne fait que commencer. Et comme le dit, le monde est devenu un village et c'est vraiment le cas de le dire parce qu'il faut vraiment une solidarité complète pour pouvoir passer à travers tout ce qui s'en vient. Alors, ça, c'est un son de cloche. J'aimerais donc, pour terminer, demander à Madame Annie Kwechu son mot de fin. Quel est son conseil à ceux qui, pour un conseil positif pour donner un peu plus de chaud et d'espoir selon elle, et bien sûr son mot de fin, comment la joindre pour ses services et tout. Bien sûr que à la fin de l'émission, on prendra aussi son lien qu'on mettra là pour ceux qui ont écouté, si vous voulez, bien sûr, la joindre plus tard, vous pourrez retrouver le lien ou vous cherchez juste code F, vous allez le retrouver. Annie Kwechu, s'il vous plaît. Oui. En termes de mots de fin, il y a déjà à peu près 2 semaines, j'ai fait une petite vidéo que j'ai mise justement sur la page Facebook de Code F pour dire aux gens ça va bien aller. On voit beaucoup d'arc-en-ciel qui tournent sur ça va bien aller, puis aussi dire aux gens que ça va bien aller même pour la finance personnelle. Parce que dans mon métier, je suis amenée à voir beaucoup de gens qui sont dans qui ont des gros problèmes financiers. Et que la situation de la COVID-19 touche beaucoup à rendre de confiance sur les finances parce que même s'il y en a qui ont la PCU et encore des gens qui ont la PCU, ce n'est pas assez pour beaucoup de gens. Donc, c'est vraiment leur dire que oui, si vous faites preuve de discipline, si vous gérez bien vos finances, si vous achetez de l'aide, etc., qui existe, ça va bien aller pour vos finances personnelles aussi. Donc, je pense que, c'est sûr que je prêche pour ma paroisse, c'est mon genre de métier, mais juste vraiment que ça va bien aller, puis, comme toujours, quand on a la santé, puis la plupart du temps, on a la santé, ben, on aura quand même pas mal survécu à 100% de nos plus mauvais jours. Donc, c'est vraiment être positif, puis ça va bien aller. Ben, écoutez, ça va bien aller. Je pense qu'on aura encore plus besoin de vous parce que quand on voit la rapidité que cette pandémie a utilisée pour nous atteindre, je pense qu'il faut qu'on fasse attention aussi à nos finances
Il faudrait donc qu'on vienne de... Et surtout pour les membres de la communauté aussi, parce que une des raisons pour lesquelles j'ai lancé Code F, c'est aussi pour fournir de l'éducation financière aux membres de la communauté. Donc, il y a un groupe Facebook qui a été créé, ça s'appelle Code F, Parlons Finances Autrement, où je réponds à vos questions, j'interagis aussi, je modère beaucoup par vos thèmes des finances. Il y a la page Facebook de Code F qui s'appelle Code F, le F vert, que vous pouvez aller suivre aussi pour plus d'informations. Alors, merci pour ça. J'aimerais aussi saluer Vanina Rome qui nous a rejoint, comme d'habitude, toujours. Et puis, je vais aussi dire bonjour rapidement à Alain Roche-Doumbi. Et aussi, vous savez, Philippe, je l'ai dit, Éric Romuald, Claude S., et Michel Archange. Pour ceux que j'oublie de citer, vous m'excuserez. On va rebondir directement. Merci beaucoup, Annick. On va chercher Code F. Pour ceux qui ne le savent pas, faites aussi partie de la famille parce qu'il y a une nouvelle famille. Il y a un groupe Code F. Ce serait intéressant d'être dans ce groupe pour les conseils. Je vais rebondir rapidement avec Yannick Falardeau. Madame Yannick. Oui, le mot de la fin, pour moi, ça rejoint beaucoup ce que les autres personnes disent ici. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de voix négatives qui vont parler des choses qui font peur, qui vont inquiéter les gens et tout ça. Puis je pense qu'on a besoin de voix de créateurs, de visionnaires, de gens qui ont des solutions, qui ont pivoté, qui trouvent des moyens. Je pense qu'on a besoin de mettre de l'emphase sur ces gens-là, de les faire rayonner parce que il y a plein de solutions partout, il y a plein d'aides partout, il y a plein de façons de contourner la situation puis d'avancer avec beaucoup plus de solidarité entre nous. Pour moi, c'est ça le plus important, c'est faire le voyage entre la tête et le cœur pour prendre des actions qui vont créer un monde meilleur pour tout le monde. Je pense que c'est ça qui est important. Le système tel qu'on le connaissait, de toute façon, était brisé. Donc, on peut célébrer le fait que ça soit terminé. On aurait souhaité que ça se passe de façon plus facile, mais le changement nécessite nécessairement des périodes plus difficiles. Alors là, on est en plein dedans. Mais moi, ce que je vois, c'est tout le positif, toutes les chaînes humaines qui sont en train de se faire, l'innovation partout, les créateurs qui prennent leur place. Moi, ça m'inspire énormément. Puis, bravo de donner voix à ces visionnaires-là, à ces gens-là qui, sur le terrain, avancent, continuent, font d'innovation. Moi, je trouve ça vraiment inspirant. Mais en même temps, il faut pas oublier ceux qui sont pas rendus là puis qui ont vraiment besoin de notre aide dans le concret aujourd'hui. Donc, pas attendre les gouvernements, prendre action, notre petite part comme des colibris, on avance et puis on fait ce qu'on peut dans nos milieux avec le meilleur de nos connaissances. Alors, on fait ce qu'il y a de mieux avec au meilleur de nos connaissances. Un très bon mot de fin que j'apprécie beaucoup. Et c'est certain que les personnes qui ont écouté cette émission pourront aussi parler à travers eux, autour d'eux, pour votre GoFundMe, pour pouvoir aider d'autres personnes. Et puis, on pourra donc vous joindre à travers le lien que vous m'enverrez pour qu'on mette en bas de cette émission. Merci infiniment. Je vais prendre maintenant monsieur. Merci à vous. Monsieur Zoromé, à vous, s'il vous plaît. OK. Donc, j'ai rejoint les autres intervenants. Ça va bien aller. Nous affrontons une crise assez spéciale, mondiale, et nous avons une configuration aussi où il y a une communication planétaire, une coordination planétaire du point de vue effort pour en apprendre davantage sur le COVID et en venir à bout. Donc, on espère que ça ne tardera pas et j'espère aussi que nous prendrons le recul et les leçons de cette crise pour nous organiser et puis bâtir une humanité plus fédérée pour les intérêts de l'humanité en tant que telle. Et donc, comme l'a dit les autres intervenants, ça a été aussi une occasion de défi qui a permis à différentes personnes de exprimer leur créativité à pouvoir affronter la situation. Et en tout cas que ces différentes initiatives, ces idées puissent être promues et que aussi la lutte contre le COVID-19 continue et gagne la victoire.
C'est certain qu'on va gagner la victoire de la façon que on remarque le rassemblement, la façon que la solidarité s'intensifie au fur et à mesure à l'humanité dans le monde entier. Je pense que c'était un propulseur de solidarité, ce coronavirus. Alors, merci infiniment de votre réaction. Et je vais prendre aussi maintenant pour Monsieur Abou Binaté. Oui, ce qu'il faut dire, c'est que le coronavirus a été vraiment une épreuve terrible pour tous et chacun. Mais je sais aussi que et nos gouvernants et nos scientifiques sont à pied d'œuvre pour essayer de résorber cette crise à la fois sanitaire et économique. Parce qu'il faut savoir que, ne serait-ce qu'aux États-Unis, on a perdu un peu plus de 8 millions d'emplois et ça continue. Et heureusement qu'il y a, je crois, des filets sociaux, des aides par-ci par-là et tout qui aident un peu des uns et des autres à faire face à cette crise. Donc, ce que je peux dire, bravo à tous ceux qui font main et pied pour lutter contre cette crise. Mais un grand bravo aussi au personnel et au corps de la médecine, les médecins, les infirmières et autres, vraiment qui sacrifient, même, je ne dirais pas qu'ils sacrifient la vie, mais qui risquent leur vie pour sauver la vie des autres. Donc, c'est ce que j'ai, un grand big up à ceux-là. Merci. Merci infiniment pour votre réaction et bien sûr le corps médical qu'on n'arrêtera jamais de saluer et de remercier pour tout ce qu'ils font jusqu'à présent. Et bien sûr, vous et nous et bien sûr les hiérarchies et les décisionnaires qui prennent des bonnes décisions pour pouvoir nous aider à traverser cette étape-là. Je vais finir en donnant la parole bien sûr à Monsieur Zinzi et on terminera avec le docteur. Si vous avez bien sûr la possibilité d'être le plus bref possible, Monsieur Zinzi, on apprécierait. Bien, merci. Ce que je voudrais dire en mot de fin, c'est ce que je l'ai dit tantôt, cette pandémie-là a permis de mettre en avant une formidable chaîne humanitaire qui a permis d'aider les moins vulnérables face à cette maladie-là. Et comme je l'ai dit, il faudrait que cela continue. Cette solidarité humaine, il faudrait que cela continue. Il ne faudrait pas que cela s'arrête. La bataille n'est pas encore gagnée. Le virus n'est pas encore parti, comme on le dit. Mais on est sûr qu'on va la gagner. Et il faudrait que cette chaîne humanitaire-là continue même après. Parce que c'est ce qui est important. C'est vraiment ce qui est important. Et il faudrait aussi, si tu me permets, Florent, comme l'a dit l'autre tantôt, saluer les médecins, mais saluer aussi les médias quand même qui nous ont mis au parfum tous les jours de toutes les informations qu'il fallait. Tous les jours, nous étions informés à toutes les structures des médias qui nous ont aidés quand même à s'informer et aussi à s'instruire sur cette pandémie-là. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Donc, je profite là pour saluer aussi cette lucane que tu offres à tous et à chacun de s'exprimer pour pouvoir dire ce qu'il a à dire sur cette pandémie. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Donc, comme je l'ai dit, en avant l'humain, il faudrait que ça continue. Voilà, c'est le moment de faire. Merci infiniment. Merci de votre réaction. On va prendre le docteur pour terminer. Docteur. Alors, c'est sûr que chaque fois qu'il y a une crise, qu'elle soit sanitaire, qu'elle soit économique ou autre, on dit toujours qu'il y a le monde avant et le monde après. C'est sûr que le monde ne sera plus pareil. On ne va plus revivre ce que nous avons connu avant la crise du corona. C'est certain. Il y a des choses qui vont être je ne vais pas dire des séquelles, mais des conséquences de cette crise qui vont s'installer durablement dans notre vie. C'est sûr que désormais, le travail à distance va prendre une importance primordiale. C'est sûr que l'enseignement à distance, la consultation à distance, bref, tout ce qui peut se faire via les moyens de communication à distance vont devenir de plus en plus la norme, ce qu'elle ne l'était pas avant cette crise. Et c'est aussi sûr, malheureusement, même si je l'ai aussi un peu noté par le passé dans notre chronique, que cette notion de distanciation sociale, je reprends mon expression, je crains qu'elle devienne une forme d'isolation sociale. Espérons qu'on ne va pas en arriver là. Merci infiniment. Merci pour cette façon assez succincte de revenir sur l'essentiel. Et franchement, on apprécie toujours vos chroniques.
Donc, pour tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui, j'aimerais, avant de terminer, dire encore Ramadan Moubarak. Bon Ramadan à tous ceux qui fêtent le Ramadan et à vous, femmes qui nous écoutez, vous qui êtes les mères de l'humanité, merci et bonne fête à vous. Et bien sûr, tous les spectateurs qui nous écoutent, on se donne rendez-vous mercredi avec notre émission, toujours avec d'autres invités. Et vendredi, on aura sûrement une émission spéciale. On vous enverra, vous pourrez suivre sur cette page de quoi il s'agit. Et voilà. J'aimerais remercier chacun d'entre vous. Annick, merci beaucoup. Et Code F, éducation financière, gardez ça en tête pour tous ceux qui m'écoutent et qui n'ont jamais pris le temps de regarder leurs finances. Faites-le. Et pour le faire, je ne vous pousse pas de le faire avec Annick, mais je vous conseille de le faire avec Annick. Et je sais pourquoi je le dis, parce qu'elle donne des bons conseils. Et maintenant, quant à ceux qui peuvent donner, qui ont le cœur sur la main et qui peuvent donner quelque chose, pensez à Yannick Falardeau qui a lancé, bien sûr, une très belle initiative et ce qui est très, très bien. Allez regarder sa page et faites quelque chose. Quant à Monsieur Zoromé, belle initiative, on reste à l'écoute et puis on va travailler dessus. Je pense qu'on a des choses à faire ensemble. On se reparle. Monsieur Zinzi, merci d'être là et merci pour votre intervention. Quant à Monsieur Abou, je vous souhaite une merci. On se tiendra informé sur ce qui se passe aux États-Unis avec vous. Quant à moi, ce fut un réel plaisir et un privilège d'être, bien sûr, le modérateur de cette émission encore. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. On s'écoute un petit We Are the World pour terminer. Bye bye. Merci. Merci, bye bye. Bye. Bye, merci pour l'invitation. Au revoir. Merci à vous tous. Bye bye. Bye bye.